Bonjour à tous, on va reprendre les débats en espérant que tout le monde est revenu de la pause. Je ne me suis pas présentée ce matin parce que j'étais à l'accueil, comme vous avez vu. Je m'appelle Djoura Benchir, je suis aumônier militaire du culte musulman et je travaille avec Steven Duarte et Homero Maronjo sur le projet de recherche sur les acteurs réformistes dans l'espace francophone. Donc suite aux échanges, suite aux présentations que nous avons eues ce matin, nous allons laisser la parole aux invités pour réagir aux interventions de Monsieur Haddad, de Steven Duarte, de Dominique Avon. Donc nous avons nos 3 intervenants de ce matin dans la salle. Dominique Avon, Steven Duarte et Mohamed Haddad qui va nous rejoindre incessamment sous peu. Donc dans un premier temps, si parmi nos invités des personnes veulent réagir par rapport à ce qui a été dit, donc vous avez la parole. La première question est toujours la plus difficile, mais ne soyez pas timide. Ou une remarque. Sinon, oui, Hicham. Est-ce que vous pouvez vous présenter avant de prendre la parole, s'il vous plaît? Merci. Oui, bonjour, Hicham Abdelgawad, ex-professeur de religion islamique en Belgique. Moi, j'avais une petite question pour Steven. En fait, j'ai l'impression que dans la typologie que tu nous as montrée, que ça correspondait à une forme de réformisme de type, disons, moderniste. Est-ce qu'il y aurait le même type de typologie pour des réformismes, disons, involutifs, donc avec ce mythe du retour à l'origine? Tout à l'heure, je sais qu'il y a un des intervenants qui a dit qu'il ne considérait pas le salafisme comme une forme de réformisme, mais quand même, par exemple, si on va lire des gens comme Brigitte Maréchal ou Felice d'Aceto, ils vont faire cette distinction entre réformisme moderniste et réformisme involutif. Et qu'est-ce que tu en dirais, toi? Merci, Hicham. C'était rapide en 20 minutes d'essayer de présenter une nouvelle typologie dans un champ comme celui-ci, hein, bien entendu. En fait, tu vois, moi, mon objectif, on se tutoie, nous connaissons déjà, donc ça sert à rien de faire semblant. Voilà. Donc, en fait, j'ai voulu justement éviter cet écueil. Tu vois, j'ai lu beaucoup d'autres auteurs ou d'autres observateurs anciens, plus anciens, nos prédécesseurs, qui avaient essayé de distinguer le fondamentalisme conservateur du fondamentalisme libéral et autres. J'ai trouvé ça un peu facile et léger. Et du coup, c'est la raison pour laquelle, moi, j'essaie d'aller un peu plus loin en séparant complètement, et comme le fait mon collègue et prédécesseur Mohamed Haddad, c'est-à-dire séparer vraiment le courant du réformisme comme étant quelque chose d'à part, en fait. Bien sûr, il y a des liens. Alors, le salafisme et le réformisme sont 2 courants idéologiques différents. Bien sûr qu'il y a des similitudes, ils sont musulmans, bon voilà. Mais c'est un courant complètement différent. Et c'est la raison pour laquelle, du coup, pour moi, il n'y a pas justement de réformisme, je ne sais plus l'adjectif que tu as employé, voilà, évolutif ou involutif, etc. En revanche, bien entendu, le réformisme est un courant d'idées. Donc j'avais terminé d'ailleurs là-dessus, comme une sorte d'envolée pour l'après, pour le débat. C'est qu'il y a des tendances, bien entendu, comme dans tout courant d'idées. Et dans ces tendances, donc j'en ai déjà dénombré certaines, 3 pour l'instant, et je suis sur une 4e. On peut, par exemple, on va donner quelques exemples très concrets. Vous avez une tendance coraniste. On a par exemple quelqu'un qu'on a déjà cité comme Jamal El-Benna, ou alors quelqu'un qu'on n'a pas encore cité comme Mohamed Talbi, tunisien, paix à son âme, qui est mort il n'y a pas très longtemps. On a une tendance plus conservatrice, dans laquelle je mettrai tout à fait notre collègue qui va venir demain, imam de la mosquée de Bordeaux, Tarek Oubrou. Et on aurait une autre tendance plutôt libérale pour le sens économique, bien entendu. Par exemple, quelqu'un comme Mohamed Ahmed Khalafallah, qui lui va ne pas hésiter à vraiment interroger même les textes fondateurs, vous voyez, voilà, chose que ne font pas ou très peu les réformistes de la tendance conservatrice. Donc il y a des tendances, mais la catégorie mère, entre guillemets, elle, on peut la distinguer, selon moi, c'était mon objectif avec des critères, voilà. Alors bonjour à tous, Anne-Sophie Plard, donc je gère le groupe Facebook d'Abdenour Bidar qui s'appelle Repenser l'islam avec Abdenour Bidar. Et j'aurais une question au sujet du 2e point de la typologie. Alors elle s'adresse à la fois à Steven et à Mohamed Haddad. Donc au sujet de la normativité de la religion, car je trouve qu'on aborde très peu la question de la réforme des pratiques religieuses, étant donné que la religion doit garder effectivement une normativité, je suis tout à fait d'accord avec cette idée-là. Comment on peut penser justement une réforme des pratiques religieuses? On est très frileux sur cette question-là.
et quelle place laisser à la liberté individuelle sur la question des pratiques religieuses. Merci. Oui, vous avez raison, c'est une question qui n'est pas très abordée. Bon, on peut comprendre cela parce que peut-être qu'il y a d'autres questions qui paraissent plutôt prioritaires. Dans des sociétés, par exemple, où il n'y a pas d'égalité entre hommes et femmes, où il y a un grand problème de citoyenneté, comme tout à l'heure ça a été expliqué pour l'Égypte, parce que ce sont pas des problèmes théoriques, ce sont des problèmes quand même qui ont des retombées politiques et sociales extrêmement importantes. En Égypte, par exemple, à chaque fois qu'il y a même pas construction d'un lieu de culte chrétien, mais juste réparation d'un lieu de culte chrétien. Chaque fois, il y a une tension, il y a des problèmes qui se passent. Donc, disons, dans ce contexte, réformer les cultes, comme ça a été posé, par exemple, pour le judaïsme libéral, etc., ça reste un peu trop lointain comme problématique, quoi. Il y a quelques personnes qui ont osé poser cela. Par exemple, il y a l'historien tunisien, bon, ce n'est pas exactement un réformiste, mais c'est Hicham Jaïd, qui est un historien très connu, et qui, dans les années 60, avait posé avait donné certaines disons, idées pour une sorte de réforme de culte. Mais il n'est plus revenu sur ce sujet par la suite. Et vous avez tout à fait raison de signaler que ce ne sont pas des sujets qui sont à l'ordre du jour actuellement. Juste pour dire, pour votre question, qu'à l'heure actuelle, dans le réformisme, il y a peut-être le coranisme qui a une réflexion qui impacte directement sur la réforme culturelle, c'est ça, merci. Donc pour cette intervention très modeste, je présente Cyril Moreno, qui est connu sous son nom Docteur Al-Ajami, et qui est l'auteur d'un ouvrage Ce que dit vraiment le Coran, et qui travaille justement dans ce champ, qui a soutenu une thèse récemment. Nous en dirons plus lors de sa présentation. Du coup, je voulais juste ajouter un petit peu, enfin pour te répondre, s'il y a un exemple. Il y a des féministes, on appelle le courant du féminisme islamique, et on a un exemple très probant de réforme du culte. Et justement, on peut voir que c'est un très bon exemple parce que les conséquences, elles sont très graves et immenses. C'est Amina Wadoud aux États-Unis. Lorsque, en 2004, je crois de mémoire, elle avait dirigé la prière, donc Salat el-Jumu'ah, elle avait réalisé la khutba et en plus dirigé la prière dans un lieu de culte qui était mixte, c'est-à-dire hommes-femmes à n'importe quelle place, devant, derrière, sur les côtés, etc. Et des femmes qui ne portaient pas le voile, elles venaient comme elles voulaient. En fait, certaines étaient voilées, d'autres pas. Et ça a entraîné, je pense que la plupart des gens le savent ici, et ça a entraîné quand même des conséquences immenses. Des centaines et des centaines de menaces de mort. Ça a été très compliqué pour elle, quoi. Et jusqu'à aujourd'hui, dans les milieux musulmans pratiquants, elle est souvent marquée au fer rouge par cette expérience. Donc, toucher au culte, c'est très difficile. C'est un domaine qui est souvent considéré comme vraiment le dernier rempart, quoi. Donc, Bonjour. Donc, Imad Alé de l'association Harim pour la renaissance de l'islam aux États-Unis. On en parlera cet après-midi. J'ai une question pour Monsieur Avon sur son intervention concernant le rapport à l'histoire, à l'autorité et à l'altérité. Il a pu être dit que effectivement les difficultés ont été rencontrées pour différentes civilisations et religions du rapport à l'altérité, du rapport, de la relation à établir au sein d'une communauté par rapport aux femmes, par rapport à des questions assez précises. J'aimerais, si vous pouvez, que vous nous développiez certaines des solutions qui ont pu être trouvées pour ces communautés-là pour dépasser. Vous avez pu dire que certaines communautés ont dépassé ces difficultés-là, si vous pouviez. Est-ce qu'elles ont dépassé les débats sont pendants dans toutes ces communautés ou ces environnements confessionnels, des débats continuent sur ces questions d'égalité homme-femme, par exemple. Si on prend le cas, puisque je l'ai évoqué, du judaïsme dans le cadre d'Israël, il n'y a pas d'égalité d'homme-femme puisque les femmes ne peuvent pas demander le divorce de la même manière que les hommes. Comme il n'y a pas de mariage civil, c'est une inégalité de droit. D'accord ? Il n'y a que le mariage religieux en Israël. Donc ça, c'est un débat qui est devant les citoyens israéliens de confession juive. Et la question, c'est de deux choses l'une. Est-ce qu'on fait changer le droit rabbinique là-dessus, ou est-ce qu'on sépare le politique et le religieux ? Ce qui renvoie à la question de ma partie 2.
c'est lié, hein, les choses sont liées. Et sur la question de la séparation du politique et du religieux, vous savez que Israël n'a pas de constitution. Israël a des lois fondamentales, mais n'a pas de constitution. Lorsque, en 2000, Ehud Barak a voulu lancer un processus de constitution, il a été mis dans des cartons, il est toujours dans des cartons. Donc, il n'y a pas d'accord là-dessus, puisque certains partis politiques en Israël disent mais on n'a pas besoin de constitution, on a la Torah. D'accord. Donc, vous voyez, cette question est devant. Après, dans les sociétés majoritairement chrétiennes, la question s'est résolue par la séparation du politique et du religieux, aux États-Unis, en France, dans un processus très lent. Attention, c'est pas parce que vous séparez le politique et le religieux en 1905 que les femmes ont le même droit que les hommes, hein. Les femmes turques ont eu le droit de vote avant les femmes françaises. Donc, il faut rappeler ces choses-là. La séparation n'implique pas l'égalité des droits hommes-femmes. Mais c'est dans ce cadre de séparation que, progressivement, elle a eu lieu. Est-ce que c'est la solution que doit prendre tout le monde? Moi, j'ai aucune réponse à donner là-dessus. Voilà, historiquement, c'est comme ça que ça s'est passé. Juste sur la question d'avant, il me paraît intéressant d'ajouter qu'il y a, au sujet des ibadat et des pratiques cultuelles, etc., il y a une souplesse qui est liée à « tu fais ce que tu veux, mais tu ne le montres pas ». Et ça, c'est très fort. Enfin, je parle à des gens qui me comprennent ici. Donc, dans votre domicile, chez vous, vous faites ce que vous voulez. Mais si vous commencez à dire que vous faites ça, alors là, il y a problème. Oui, Martine Cohen, sociologue sur le judaïsme français en particulier. Juste une précision concernant Israël pour Dominique Avon. C'est sur le domaine du statut personnel qu'il n'y a pas de distinction entre le religieux et le politique. Pour tout le reste, il y a une distinction en principe, même s'il y a des pressions, des lobbies, etc. Bon. D'ailleurs, les femmes en Israël, pas en Israël, avant l'État d'Israël, avaient le droit de vote en 1920 déjà. Dans ce qu'on appelle le yishuv palestinien juif, quoi. Donc, ça c'est une chose. C'est bien sur le statut personnel que ça pose problème, hein, qu'il n'y a pas d'égalité stricte. Et encore, au sein du monde orthodoxe israélien, qui est plus en avance que le monde orthodoxe français, juif français, il y a des débats sur le changement de cette loi, de la loi juive. Voilà. Et ma réflexion de fond, c'est concernant ce colloque, comme concernant les recherches des universitaires sur les questions sur les réformistes. Vraiment, je pense que c'est extrêmement important de pointer là où se posent les débats, parce que ça peut aider les acteurs engagés à savoir, à se repérer entre les involutifs, les réformistes involutifs, comme disait monsieur, que je ne sais pas cette expression, et les autres. Ça peut aider à se repérer, à ne pas être dans la confusion. Et je pense que c'est très très important de pointer là où se posent les débats. Et personnellement, des trois interventions excellentes qu'on a eues ce matin, je me disais que l'un des points importants, c'est dans la régulation du groupe, du nous musulman, comme ça peut être du nous juif ou du nous autre chose, dans cette régulation des frontières de ce nous, qui a le pouvoir, l'autorité religieuse ou l'autorité politique? Qui a le pouvoir? Et dans l'autorité religieuse, qui, entre tel réformiste et tel autre réformiste, ou entre tel imam et tel autre imam, ou tel rabbin ou tel autre rabbin, quoi. Et c'est la bataille. Mais il y a une question des frontières du nous, du groupe, qui doivent exister, hein, de toute façon. Hein, les nous se constituent toujours. Hein. Donc, comment on les définit? Comment elles sont souples ou pas souples, ces frontières du nous? Et là... selon qu'on accepte les femmes de telle manière ou pas de telle manière, on définit un autre nous, en fait. Hein, voyez. D'autres réactions dans la salle? Un monsieur. Nous avons un temps jusqu'à midi, donc n'hésitez pas à faire part de vos réflexions, de vos interrogations également. Abdelhak Nabawi, aumônier national des hôpitaux de France et président de CERSEM Alsace. Ça m'a fait plaisir d'écouter les interventions tout à l'heure qui sont très intéressantes. Néanmoins, j'ai une petite question. Je voudrais savoir, est-ce qu'on peut définir le réformisme? Sachant bien que chaque groupe, chaque courant essaye de confisquer ce principe, et ce n'est pas intrinsèque au culte musulman, puisque les autres cultes ont connu la même chose.
La première question. Deuxième question, on réforme quoi? Est-ce qu'on réforme tous les textes qu'on appelle qat'i at-thubut? Les textes sont figés, les textes sont invariables. Lorsque M. Haddad a parlé des trois groupes, les traditionnalistes, les fondamentalistes et je pense les salafistes, on prend par exemple les traditionnalistes, et vous avez parlé de l'Azhar. Si je prends Mohamed Ghazali, ou Sha'rawi, ou Sheikh Qaradawi, ou Saïd Sabr, qui sont formés à l'Azhar, ils sont de l'Azhar, mais ils sont des frères musulmans. Si je prends les fondamentalistes, frères musulmans, il y en a qui sont des salafistes. Si je prends même le leader des frères musulmans, le fondateur Hassan al-Banna, il dit نحن حركة صوفية وسلفية دعوة حركة سلفية ودعوة صوفية. Donc je pense que les choses ne sont pas très simples. Il n'y a pas une séparation étanche. Les musulmans certes forment un bloc, ne font pas un bloc monolithique, mais les choses ne sont pas très simples. Donc ma question pour laisser d'autres personnes intervenir, est-ce qu'on peut définir le réformisme et on se base sur quoi? On réforme quoi? Merci. Oui, alors d'abord, pour définir quelque chose, disons la méthode scientifique ou académique, c'est d'essayer de construire un idéal type. Donc ce qu'on essaie de faire, un chercheur, ce qu'il essaie de faire, c'est de construire un idéal type qui correspond au réformisme, au salafisme, ou à autre chose. Par la suite, lorsqu'on applique sur les cas particuliers, évidemment que ça ne soit pas toujours très, très net, dans le sens, comme vous venez de dire, on peut être un nazarite et un frère musulman, etc. Mais d'une façon générale, on voit bien la différence entre être, par exemple, dans l'islam traditionnel et entre être dans les frères musulmans. La preuve, Hassan al-Banna n'aurait pas eu besoin de fonder la confrérie des frères musulmans si l'islam traditionnel, si Al-Azhar aurait été suffisant à partir de son point de vue. S'il a créé cette confrérie, c'est parce qu'il voyait que Al-Azhar ne pouvait pas aller jusqu'aux objectifs qu'il s'était fixés pour sa confrérie. Et tout à l'heure, d'ailleurs, on a parlé de ce qui s'est passé en Égypte après 2011. Ce qui s'est passé en Égypte, et ce qui se passe jusqu'aujourd'hui, d'ailleurs, c'est une véritable guerre entre l'islam traditionnel, Al-Azhar, et l'islam fondamentaliste des frères musulmans. Et contrairement à ce qu'on pense, ce conflit n'a pas commencé avec la révolution égyptienne. Ça, je peux en être témoin parce que je connais Ahmed Taïeb bien avant. D'ailleurs, il a fait ses études en France, il a eu son doctorat en France et actuellement il est recteur d'Al-Azhar. Mais Ahmed Taïeb, je le connaissais depuis longtemps. C'est quelqu'un qui est fondamentalement soufiste et ash'ariste. Il est né dans une grande famille soufie et il avait cette conviction bien avant d'être le recteur d'Al-Azhar et évidemment bien avant la révolution égyptienne. Il avait cette conviction que le salafisme wahhabite a envahi Al-Azhar et que ce n'est pas ça la mission d'Al-Azhar et que la mission historique d'Al-Azhar c'était le soufisme et l'ash'arisme. Et lorsqu'il a été recteur par la suite, c'est-à-dire que 2 ans après la révolution égyptienne, il a déjà commencé à mettre en œuvre ce programme de revivification de l'ash'arisme. Et en 2009 ou en début de 2010, c'est-à-dire avant les événements, il avait lancé un congrès international très grandiose sur l'ash'arisme, dans lequel il voulait redonner l'avantage à l'ash'arisme et faire revenir Al-Azhar à l'ash'arisme. Donc là, c'est véritablement une position d'islam traditionnel qui est contre le réformisme et qui est surtout contre le fondamentalisme. Donc il y a bien quand même des différences réelles. C'est pas le fait qu'il y ait maintenant Mohamed Ghazali. D'ailleurs, on peut même entrer dans les détails. Vous voyez que quelqu'un comme Mohamed Ghazali a fini aussi par se détacher des frères musulmans. Peut-être justement parce que sa formation azharite
ne lui permettait pas d'aller jusqu'au bout du raisonnement des frères musulmans. Mais cela dit, oui, on trouve des cas, où, par exemple, le meilleur cas c'est Qaradawi qui est à la fois azharite et frère musulman. Mais en général, on peut trouver des cas comme ça, mais en général, la distinction quand même, pour moi, est assez nette et elle est aussi de référence théologique. Et là aussi, malheureusement, en France et dans les pays occidentaux et aussi dans les pays musulmans, il n'y a plus véritablement de chaire d'histoire de la théologie musulmane. Ce qui fait aussi qu'on ne discerne plus très nettement la différence, par exemple, historique, qui n'a pas commencé maintenant, qui a commencé depuis très très longtemps entre le salafisme et l'ash'arisme. Mais le conflit entre le salafisme et l'ash'arisme, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date de très longtemps. Voilà, donc il faut un peu mettre tout cela sur la table pour comprendre que ce n'est pas si monolithique que ça donne à voir à partir des médias ou à partir de discours dominants. Je vais m'engouffrer un tout petit peu dans la brèche pour faire part d'un point de vue de non-spécialiste par rapport à mes confrères. J'en discutais avec mes collègues dans le cadre de ce projet. Durant la période estivale, j'ai téléchargé un certain nombre d'ouvrages. Donc vous pouvez accéder aujourd'hui sur la période qui couvre du début du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui. Vous pouvez télécharger des milliers d'ouvrages en langue arabe de tout un ensemble d'auteurs. Pour ma part, je me suis arrêté à peu près 150 auteurs de différentes tendances, bien entendu. Du moins, de tendances, j'emploie ce terme dans sa signification la plus basique et triviale, ce qui fait que vous pouvez trouver des auteurs de tendance laïque en remontant jusqu'à la fin du 19e siècle, des auteurs plutôt salafistes, etc. Récemment, il y a deux ouvrages, donc un ouvrage assez volumineux en 2 tomes du fondateur du groupe salafiste égyptien qui reprend toute l'histoire depuis grosso modo Hassan al-Attar et Cheikh Tahtawi, donc début du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui. Donc il liste tout un ensemble de personnes qu'il accuse bien entendu d'avoir dévoyé l'islam, et il relie, c'est une réappropriation de l'histoire, mais dans le sens d'une critique très forte de ce qu'il appelle les réformistes. D'un autre côté, vous pouvez accéder à toute la littérature des penseurs contemporains de tendance laïque, et vous voyez que les positions sont assez diversifiées, c'est-à-dire que résumer un auteur qui sera qualifié de tendance laïque comme étant pro-occidental, c'est aussi caricatural que de dire que toutes les personnes qui ont évolué dans la sphère frériste, par exemple, sont des anti-occidentaux ou je ne sais quoi. C'est beaucoup plus compliqué que cela, et on en discutait également avec Steven. Nous sommes au début des recherches finalement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de recherches sur ces questions à l'heure actuelle dans les sphères universitaires. Donc il y a des chercheurs qui proposent des typologies, mais juste pour analyser des auteurs, là on est face à des centaines et des centaines d'ouvrages. Je veux dire, certains auteurs à eux seuls, si on prend Gamal el-Banna, c'est plus de 80 ouvrages. D'autres penseurs ont publié, rien que ceux de tendance laïque, ce sont des centaines d'ouvrages qu'il faut dépouiller. Donc là, c'est pas un chercheur à lui seul qui va pouvoir faire ce type de recherche. On est vraiment confronté à une somme considérable de production, et l'un des points qui pose difficulté, c'est que, comme vous voyez, l'ensemble des intervenants sont parfaitement arabisants, mais aujourd'hui il y a tout un ensemble aussi de chercheurs qui veulent s'attaquer à ce vaste patrimoine ou à cette vaste histoire sans même être arabisants, et ça c'est aussi un problème d'évolution des recherches contemporaines en islamologie, où les gens n'ont pas accès aux matériaux de première main. Donc ça aussi c'est à signaler. Bonjour, je suis Myriam Khelifi, sociologue du religieux, plus précisément le discours religieux des prédicateurs arabes dans les médias arabes. Voilà, on a parlé tout à l'heure de crise de la pensée islamique, et un intervenant avait évoqué le problème
l'absence de la définition, la difficulté de définir le réformisme maintenant. Moi, ce qui m'interpelle, c'est est-ce que pour donner forme au réformisme dont on parle maintenant, est-ce qu'il y a une nécessité d'institutionnaliser le courant réformiste ou de rester comme cela a toujours été le cas, dans un mouvement de réformisme où il s'agirait toujours et encore de débats entre les différents penseurs et que ça évolue comme ça dans un mouvement individuel. Donc, est-ce qu'il faut institutionnaliser, est-ce qu'il faut donner une forme au réformisme et dire que ça rentre dans la catégorie du réformisme et ceux qu'on juge fondamentalistes ou extrémistes ou rétrogrades, comme on veut, ils appartiennent pas au courant réformiste. Je pense que c'est une problématique maintenant dans le courant réformiste. Je ne sais pas si ma question... Une réponse de M. Haddad? C'est pour cela que j'avais dit à la fin de mon intervention que lorsqu'on parle du 19e jusqu'au milieu du 20e siècle, on peut parler d'un courant. À partir du milieu du 20e siècle jusqu'à aujourd'hui, on ne peut pas parler de courant. Ce ne sont que des individus. Et c'est pour cela qu'il me paraît extrêmement difficile, sinon impossible, d'institutionnaliser la chose, parce que étant donné que ce sont des individus, donc forcément c'est très difficile. À la limite, on pourrait imaginer des rencontres ou des choses comme ça pour des échanges, mais institutionnaliser, on ne peut le faire que lorsqu'il y a quand même un courant, il y a des choses plus élaborées, ce qui est loin d'être le cas actuellement. Je me permettrai d'ajouter quelque chose pour la question de la dénomination, la qualification du réformisme. Au fond, il y a une question peu abordée aujourd'hui. Le réformisme veut réformer quoi? On n'entend pas très bien. Oui, là c'est bon. Je dis la question qui a été... Les termes ont été peu maniés ce matin. Le réformisme veut réformer quoi? Quoi? L'islam? Mais quelle partie de l'islam? Quel aspect de l'islam? Quel islam? Qu'appelle-t-on l'islam lorsqu'on associe les mots réforme et islam? Cette question-là me semble un petit peu occultée, alors qu'elle est au fond essentielle et qu'elle explique peut-être aussi la diversité des pensées ou des penseurs réformistes et les difficultés que le chercheur extérieur a à analyser la question. Mais on réforme quoi? Et une fois qu'on a posé la question on réforme quoi, bien on le réforme comment? C'est peut-être un essentiel préalable qui n'est pas forcément clairement posé et qui renvoie à votre question, par exemple, sur la critique des cultes, etc. Bonjour, Abdessalam Klech, chercheur consultant en interculturel. Ma question s'adresse à Dominique Avon. À la fois un éclairage, parce qu'il y a une séquence que je n'ai pas bien saisie, lorsque vous parlez de ahistorique ou de historicité. Je n'ai pas bien saisi cette séquence dans la mesure où est-ce que vous considérez que certains, en tout cas certains acteurs, dans la mesure où ils se réfèrent un peu au passé, si j'ai bien saisi, je reformule, mais probablement j'ai mal saisi, seraient ahistoriques ou un peu en dehors de l'histoire, d'autres auraient une légitimité à être intégrés dans l'histoire. Donc, comment vous faites un peu cette césure entre les deux et quels seraient ces acteurs qui seraient historiques, d'autres plutôt historisés? Ça, c'est la première question. Ma deuxième question concernant l'altérité. Vous avez dit que l'altérité s'est posée d'une manière fondamentale, en tout cas lorsque cette altérité s'est en tout cas posé un problème pour les j'ai pour mémoire que lorsque Saladin s'est heurté à la reconquête ou la libération de Jérusalem, la question de l'altérité s'est posée aussi comme un problème, à tel point que l'échange épistolaire qu'il a eu avec le souverain à l'époque auquel il a eu recours, mais qui ne lui a pas répondu, c'est-à-dire le souverain de la dynastie Al-Mouahidine, lui a répondu que cette altérité, lui, il ne pouvait pas lui apporter
son soutien au niveau de sa flotte maritime parce que cette altérité ne lui posait pas de problème. Donc comment vous situez ça? Et enfin, ma dernière question, mais là c'est plutôt à haute voix par rapport à ce qui se dit concernant le réformisme, comme institutionnalisation ou qui doit se institutionnaliser. Est-ce que vous ne pensez pas qu'actuellement, il y a un État, apparemment, qui a tendance à institutionnaliser ce type de réformisme, avec beaucoup d'interrogations, avec beaucoup de débats, et qui concentre dans son autorité à la fois l'autorité temporelle et l'autorité spirituelle, à savoir le Maroc? Comment, là, ma question est à M. Haddad, comment vous analysez cette approche du réformisme dans le cas spécifique, dans le cas marocain, puisqu'elle se pose à la fois en termes pratiques du statut de la femme et ainsi de suite. Merci. On répond avant? Peut-être donner la parole à Dominique afin qu'il puisse répondre. Sur le cas spécifique du Maroc, nous avons également la présence de Asma Lamrabet qui va s'exprimer par la suite et qui peut tout à fait intervenir immédiatement si elle le souhaite pour donner des informations. Bien. Sur le second point, j'ai bien précisé, j'ai insisté là-dessus que justement les musulmans ne découvraient pas l'altérité à la fin du XVIIIe siècle ou au milieu du XIXe siècle. Cette altérité, elle est liée à l'histoire de l'islam. C'est une nouvelle altérité et c'est une altérité qui leur pose problème précisément parce que c'est plus le paradigme qu'ils avaient jusqu'à présent. Prenons l'exemple de l'expédition de Bonaparte. Qu'est-ce qu'ils ont face à eux, les chers d'El-Azhar? Parce que c'est le noyau que j'ai étudié essentiellement. Est-ce qu'ils ont face à eux des chrétiens? Est-ce qu'ils ont face à eux des Français non chrétiens? Est-ce qu'ils ont face à eux des personnes qui veulent christianiser les Égyptiens musulmans? Non, ils n'ont pas ça en face d'eux. Ils n'ont pas en face d'eux des nouveaux croisés. Ils ont en face d'eux des personnes qui proposent et qui imposent ou qui cherchent à imposer autre chose. C'est nouveau. Donc c'est une altérité nouvelle, si vous voulez. C'est en ce sens que j'ai parlé d'altérité nouvelle. Sur la question de l'anhistoricité, on va prendre un exemple simple. Je vous ai donné dans le cadre de mon propos celle du pacte de Omar. Dans quelle faculté de sciences islamiques on aborde ce qui appelait le pacte de Omar de manière historique? C'est-à-dire quelles sont les premières sources que l'on a et qui nous permettent de parler du pacte de Omar. Donnez-moi des exemples. Oui. Donc, en fait, ce pacte de Omar, on le met hors de l'histoire. C'est ce que j'ai essayé de dire. On le met hors de l'histoire, on dit, à un moment donné, il est. Et donc, il est mis hors de l'histoire. Donc, c'est une position ici anhistorique. Je vais prendre un deuxième exemple. Un collègue a voulu travailler sur l'histoire de la grammaire des nombres en langue arabe. Que lui a répondu Ahmed Tayeb, dont a parlé tout à l'heure Mohamed Haddad et moi-même. Il a dit, mais il n'y a pas d'histoire de la grammaire des nombres. Il n'y a pas d'histoire de la langue arabe. Elle est. Oui, donc la langue arabe est mise hors de l'histoire. On ne peut pas faire une histoire de la grammaire des nombres dans son propos. Donc il place la langue arabe, et je peux vous citer tel traité sur la langue arabe, on commence par le créateur dit que, et après on fait la grammaire de la langue arabe. Mais on n'a pas une histoire de la langue arabe. D'accord ? Donc cette position est une position anhistorique. On a tout à fait le droit d'avoir une position anhistorique. Moi je suis un historien, je dis c'est une position anhistorique, c'est-à-dire je mets une partie du corpus en dehors de l'analyse historique, ce qui est tout à fait possible. Hein. Oui, bonjour, moi je m'appelle Françoise Dutu. Sur le Maroc, nous la retenons. Oui. Je peux je peux dire, mais par la suite, certainement, pour ce sera... le Maroc et ensuite... Vas-y. Non, oui. Et ensuite on... Non, mais vous avez raison, parce que je pense que le cas... C'est la réponse de l'intervenant, en fait. Oui, d'accord. Oui, pour le Maroc, c'est un cas, j'allais dire, atypique. Ça ne peut se faire qu'au Maroc. Oui, c'est vrai. Parce que vous avez un roi qui est à la fois roi et considéré comme commandeur des croyants, donc il a une autorité religieuse.
Et c'est parce qu'il a cette autorité religieuse qu'il peut se permettre justement d'intervenir sur le champ religieux. Ce que Sisi en Égypte ou Sepsi en Tunisie, etc., ne peut pas le faire parce qu'il n'a pas d'autorité religieuse reconnue. Donc le cas du Maroc est un cas extrêmement intéressant et ça peut être peut-être une piste de réforme, mais c'est un cas qui ne peut pas être exporté dans les autres pays parce qu'il n'y a pas la même tradition. C'est fait que le roi est au-dessus même du gouvernement, de l'État en quelque sorte. Donc ça, vous ne pouvez pas le trouver dans d'autres pays musulmans. Ce qui fait que la spécificité. Mais je voudrais aussi revenir, si je peux, parce qu'il ne faut pas laisser non éluder aussi la question de réformer quoi. C'est une question, bien sûr, qui se pose et il ne faut pas être hypocrite sur ce sujet. Oui, réformer quoi? Alors, moi, je pense qu'il faut faire attention. On dit toujours, il y a quelque chose qu'on répète tout le temps, qu'il y a les constantes, les thawabit. D'accord? Bon, mais moi, j'aimerais bien qu'on me montre exactement, parce que quand même, le texte coranique, on le connaît. On connaît tous les versets, et qu'on me dise, une fois pour toutes, quels sont les versets constantes, thawabit. Il y a un grand jeu sur ça. Moi, je vais vous donner un exemple extrêmement simple. Dans le Coran, il y a un verset qui dit qu'on doit collecter la jizya, l'impôt, sur les non-musulmans. Et c'est un verset qata'i, parce que c'est un ordre, amr. Et donc, il n'y a pas de... Et puis, il y a un autre verset qui dit que, par exemple, ce qu'on a cité tout à l'heure, c'est que la femme a la moitié de la part de l'homme dans l'héritage. On nous dit que le deuxième est qata'i, mais le premier aussi est qata'i. Si on se réfère aux règles de la grammaire, puisque si on considère qu'à chaque fois il y a un amr, c'est-à-dire qu'à chaque fois il doit être qata'i. Alors, comme par hasard, quelqu'un quand même qui est fondamentaliste, comme Youssef Qaradawi, parce qu'il a un problème en Égypte, il dit dans son livre, oui, mais le verset d'Al-Jizya, c'est un verset historique, qui a été posé dans des conditions historiques. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans ces conditions et donc on n'est plus obligé d'appliquer ce verset. Parce qu'il a une pression par rapport à l'Égypte, par rapport au problème de la présence des Coptes en Égypte. Mais le même Qaradawi, il dit que le deuxième verset sur l'héritage, on doit l'appliquer parce que c'est qata'i. Donc pour moi, je pense qu'on est en pleine hypocrisie. Parce qu'il y a l'un des deux, ou bien de considérer que le qat'i, c'est quelque chose qui est tributaire de la structure grammaticale du texte. Et donc à chaque fois qu'il y a, disons, une expression grammaticale de amr, on doit considérer ça comme qat'i. Ou bien, et c'est ce que je pense, ou bien il faut ouvrir l'interprétation à tous les versets. Il n'y a aucune raison pour ouvrir l'interprétation au verset d'Al-Jizya, ne pas l'ouvrir au verset de l'héritage. D'ouvrir l'interprétation sur le verset qui dit qu'il faut couper la main du voleur et de ne pas l'ouvrir sur le problème de l'héritage, sur le verset de l'héritage. Et c'est pour cela que, malgré tout, je pense que le réformisme est en train de gagner du terrain, parce que ça devient de plus en plus difficile maintenant pour un musulman, même fondamentaliste, de dire, tiens, on va réactiver le verset qui dit qu'il faut couper la main du voleur. Donc déjà, on est un peu réformiste malgré soi. Même si on est fondamentaliste, on est obligé quand même de dire que sur certains versets, on ne peut plus revendiquer l'application de ces versets. Et donc c'est pour cela que le réformisme, même s'il est minoritaire, il est en train de gagner du terrain. Merci Monsieur Haddad. Françoise Dupé. Françoise Dupé, qui m'attend depuis un petit moment, mais c'était très intéressant, j'ai bien apprécié. Donc, je voulais simplement... C'est un peu compliqué parce qu'il me vient plein de choses à l'esprit, notamment réformer quoi, par exemple. Moi, j'ai participé, j'ai été élève pendant 4 ans dans un institut islamique, le 3IT France. Et pour moi, réformer quoi? La réforme, c'était quoi? D'abord, on nous proposait un programme présentant les sciences islamiques et les sciences sociales. Certes, elles se côtoyaient, elles ne s'interpénétraient pas, mais du moins, on avait l'ambition, apparemment, d'attaquer un certain nombre de questions. Par exemple, la science, le rapport à la science.
par exemple, ce genre d'éléments. Dans Réformer quoi, c'était assez concret. Et je peux témoigner, j'étais la première promotion, de l'enthousiasme que nous avions et de l'idée que nous avions que peut-être, à partir de l'espace européen, on aurait une influence, y compris Dieu sait où, bien loin d'ici. Donc voilà, Réformer quoi, c'était assez concret, c'était très mobilisateur. Il se trouve que cet institut a fait faillite, bon, je passe. Mais c'était une expérience qui m'a marquée, qui a marqué aussi mes jeunes camarades qui font des parcours intéressants. Je ne sais pas si vous connaissez Youssouf Sangaré, si vous connaissez Jamel Alamri, des gens comme ça. Donc, ils font peut-être partie de ce que vous qualifiez de réformistes aujourd'hui ou pas, j'en sais rien. Mais la question que je me pose, c'est quand même... moi, je suis venue parce qu'aussi, cet été, j'ai participé à l'université du CISMOC à Louvain-la-Neuve, où on parlait de l'autorité en islam, la transmission de l'autorité en islam. Or, on a parlé de réformisme à tort et à travers sans jamais définir. Alors ce matin, je m'aperçois qu'on parle beaucoup de réformisme, que certains ont une définition assez claire, mais qui je ne trouve pas complètement éclairante, parce que comme on a vu qu'à Al-Azhar, il y avait des gens qui étaient frères musulmans et voilà, et pourtant dans une institution traditionnaliste. Donc moi, ça me paraît pas si clair que ça. Et je me demande aussi comment les jeunes français musulmans, par exemple, aujourd'hui, perçoivent qu'est-ce que c'est la réforme pour eux. Est-ce que quelqu'un comme Tariq Ramadan, qui a quand même une page Facebook abondamment suivie, pour eux, c'est la réforme, avec sa réforme radicale. Il y a la façon dont les chercheurs cherchent et la façon dont c'est perçu. Et quelle est l'influence de ces chercheurs qui cherchent par rapport à l'avenir? Alors, évidemment, sur l'histoire longue, on ne sait pas. Mais quand même, est-ce qu'on se pose la question de la réception? Parce que souvent, on a des définitions ambitieuses et claires et intéressantes, mais en même temps, c'est des débats qui sont un peu confinés. Alors, j'ai bien entendu, l'idée, c'est quand même que le large public, ici, puisse se saisir. Donc voilà, c'est un genre de... J'ai pas vraiment de questions ciblées, mais c'est le genre de questions de réflexion qui me viennent à vous écouter, quoi, voilà. Oui, c'est tout à fait l'objet de ce colloque qu'on a voulu le plus participatif possible pour essayer d'explorer un peu ce sujet. Et comme le disait ce matin Monsieur Haddad, il y a encore une grande confusion sur la définition et le sens du terme réformisme, parce qu'il est approprié par des acteurs qui sont différents, qui expriment des sens différents à travers ce terme-là. Donc je vous remercie pour votre réaction qui va dans le sens de nos débats et de nos réflexions et de la recherche qu'on conduit avec Steven et Homero. Voilà. Je crois que M. Timera voulait réagir. Françoise Dutu faisait allusion à l'IIT, donc l'Institut international de la pensée islamique, qui a son siège aux États-Unis et qui donc avait un centre en France, en région parisienne, qui a fonctionné pendant plusieurs années, qui a stoppé malheureusement après une production qui était assez intéressante. Et donc vous avez évoqué également Jamel El-Hamri qui est présent, qui est présent parmi nous, donc qui est le fondateur. Non, il est là, il est présent parmi nous. Donc, il est le fondateur de l'AFPI, l'Académie française de la pensée islamique. La semaine dernière, donc l'AFPI a organisé également un colloque, son deuxième colloque des intellectuels musulmans francophones. Donc, des choses se font. Maintenant, je pense qu'il faut différencier le travail spécifique aux chercheurs et ce que font ceux qui se réclament en tant que penseurs musulmans ou ceux qui se réclament en tant que réformistes. Le chercheur éclaire des pans de l'histoire. Certains chercheurs sont très engagés également sur ces questions. Mais nous aurons, au fur et à mesure de ce colloque, justement, des débats entre les acteurs également qui pourront donner leur point de vue sur la question. Non, j'ai pas de question, pardon, je ne vais pas prendre le tour de quelqu'un. La jeunesse musulmane est dans cette salle, madame. Et elle est là pour venir prendre tout ce qu'il y a à prendre en termes de réforme et aussi bien face à sa pratique de la religiosité. C'est pas... Non, je disais, je ne prends pas le tour de quelqu'un. Je vous dis avec enthousiasme, on est là. Je vais essayer de faire court. Bon, je ne suis pas Diaben Jeloun, je n'ai aucun titre universitaire particulier concernant, ni associatif concernant l'islam. Je fais partie du large public qui venait écouter ça. Alors, première question. Enfin, j'ai beaucoup apprécié l'intervention de M. Duarte parce qu'il a à peu près montré que le réformisme dans la terre d'islam, tel que nous le connaissons aujourd'hui, est apparu parce que le monde musulman, et arabo-musulman, pas seulement arabo, mais musulman tout court,
a été confronté à ce que vous appelez la modernité, mais ce n'est pas la modernité auquel a été confronté ce monde-là. Il a été confronté à une agression politique et militaire de ce monde. Et donc, il était obligé de s'adapter à cette présence en Inde, en particulier par l'Empire britannique, et dans le monde arabe de façon générale, par le monde britannique et par l'impérialisme français. Pour dire la chose suivante, en réalité, les sociétés musulmanes se sont toujours adaptées de façon endogène aux situations, y compris économiques, dans lesquelles elles vivaient. Un point très simple qui a été étudié par Maxime Rodinson, c'est la notion de riba, qui est strictement interdit du point de vue formel et, comme il dit, du point de vue impératif dans le dogme musulman. Pourtant, tout au long de l'histoire de la société musulmane, il y a eu du prêt à intérêt, y compris pratiqué par les musulmans. Deuxième point, on a vu au Maroc, parce que je suis marocaine, donc je connais un peu la question, pas tant que ça quand même, la réforme de la Moudouana, qui a été proposée en 2004 et appliquée, et qui concernait l'idée de restreindre un peu la polygamie. Donc, émanant d'une autorité religieuse, y compris chapeautée par Sa Majesté. Eh bien, nous avons eu des manifestations massives dans le pays qui refusaient ces réformes-là, de la part de la société musulmane. Pour dire quoi? Que, contrairement aux sociétés occidentales, la plupart des sociétés musulmanes sont encore profondément musulmanes. Profondément musulmanes. L'Occident a eu sa révolution industrielle, politique et idéologique dans un contexte de désécularisation. Les gens étaient plus chrétiens. On essaie de nous faire croire qu'on oppose un monde chrétien à un monde musulman. Pas tant que ça, quand même. Le siècle des Lumières a désécularisé la société occidentale, tout de même. Bon. D'où l'arrivée, y compris tardive, de la séparation du pouvoir et de l'Église. C'est arrivé tardivement dans la pratique institutionnelle, mais en réalité, s'il y a eu la révolution de 1789 en France, c'est qu'il y a une révolution contre un État où dominait un clergé qui est devenu insupportable, parce qu'il était propriétaire foncier. Deuxième point. Troisième point, je voulais parler à un monsieur qui a cité sans arrêt le fait qu'en Égypte, les églises étaient construites, déconstruites. En réalité, de ce que j'avais compris, moi, en tant que simple citoyenne lambda, qui n'a rien à voir avec l'université islamologie, c'est lorsque l'islam est en danger par des ressortissants non islamiques qu'il devient agressif par rapport aux minorités religieuses. J'en veux pour preuve, je ne connais pas l'histoire de l'Égypte particulièrement, mais quand on regarde ce qui s'est passé au Liban en 1860, avec l'extermination par les Druzes des chrétiens du Mont Liban, en réalité, ce qui était sous-jacent, ce n'était pas du tout une idéologie musulmane, islamique, c'était des réformes imposées à l'Empire ottoman par les puissances qui avaient des représentations consulaires et qui ont favorisé les chrétiens du Liban en particulier en leur donnant des privilèges économiques et de commerce exorbitants. L'empereur ottoman avait imposé une réforme à travers laquelle, en 1856, il mettait à égalité toutes les minorités religieuses, et il n'y avait pas de cette fameuse jazia, ou je ne sais pas quoi, là. L'impôt prélevé sur les non-musulmans avait disparu. Donc vous avez une population druze qui perdait, qui était défavorisée déjà par le système des capitulations, et en plus, le peu d'intérêt qu'elle avait en étant musulmane, c'est-à-dire qu'elle avait un petit privilège, qu'elle ne payait pas l'impôt, enfin, que les autres payaient un impôt qu'elle ne payait pas, était perdu. Donc on avait une compétition économique en réalité, qui n'avait rien de religieux. Alors je ne sais pas ce qui se passe au niveau de l'Égypte. Moi, il me semble à chaque fois que la majorité démographique avec une idéologie musulmane est en péril, alors elle devient agressive. Parce qu'en réalité, et je termine là, parce que évidemment nous sommes dans un contexte particulier, nous sommes en 2017, etc., et on nous parle sans arrêt des mosaïques culturelles au Moyen-Orient. Oui, elles existent, mais pour quelle raison ? Parce qu'elles n'ont pas été homogénéisées par des pouvoirs absolutistes, comme ça a été le cas en Occident. Donc vous avez des mosaïques religieuses, confessionnelles existant dans le monde arabe, parce qu'elles ont été tolérées, et parce que les musulmans majoritaires n'étaient pas en danger par ces minorités. Et je vous remercie. Oui, sur la question de l'Égypte, j'ai pris cet exemple-là. Si vous prenez le mouvement de destruction sous le calife El-Hakim, calife fatimide, donc dans les 2 premières décennies du XIe siècle, il n'y a pas de mise en danger ni de sa dynastie ni de son pays. Et il décide,
lui-même de détruire, de lancer un mouvement de destruction des églises. Sous les Mamelouks, il y a 5 mouvements de destruction d'églises, puis ensuite de reconstruction d'églises. Ce n'est pas du tout systématiquement en lien avec une agression extérieure. Donc, dans l'histoire, les choses sont beaucoup plus compliquées. Sur ce que vous avez dit sur 1860, toutes les communautés non musulmanes ne bénéficient pas du régime de capitulation. Donc, ce n'est pas parce que uniquement le Khatib Sharif fait qu'on leur accorde d'ailleurs, le sultan ottoman ne leur accorde pas exactement les mêmes droits que les musulmans. C'est vraiment avec la constitution de 1876 qu'ils auront les mêmes droits, par exemple celui d'être électeur et éligible, mais auparavant ils n'ont pas les mêmes droits que les musulmans. Là encore c'est plus compliqué. Et si vous lisez la déclaration des imams de Damas en 1860, c'est pas du tout en lien avec ce qui se passe au Mont Liban. Donc vraiment, essayons de ne pas avoir un schéma général. J'agis parce que je suis menacé d'un côté, et de l'autre côté, je suis un agresseur. Je n'ai pas besoin d'agir parce que je suis menacé. L'histoire est quand même très très complexe, s'il vous plaît. Essayons de garder cette complexité-là. Déjà, merci pour les interventions qui étaient très intéressantes. Et j'ai 2 interrogations. La première concerne le questionnement quant à la recherche contemporaine sur la question du réformisme. Quel est l'enjeu idéologique qu'il y a dans le besoin, ou l'enjeu scientifique aussi d'ailleurs, mais pour moi les deux sont un peu liés, parce que les questions ne se posent pas par hasard comme ça, il y a toujours un contexte qui fait qu'on se pose certaines questions qui n'étaient pas présentes auparavant. Le fait de vouloir coûte que coûte définir qui est réformiste de qui ne l'est pas correspond à un certain nombre d'enjeux qui sont là, présents. Il y a un intérêt à ce que nous disions qu'un tel est réformiste et un tel ne l'est pas, par rapport à des critères qui sont les nôtres, que l'on dit être objectifs, et qu'il faut aussi questionner. Ça, c'est le premier élément. Pour ma part, je pense que la question de savoir qui est réformiste ou pas entre les frères musulmans ou Mohamed Harkoun et autres est une question superficielle. En tout cas, du point de vue de ceux qui agissent, qui entendent améliorer leur société. Et du point de vue aussi de la recherche, on ne sortira jamais. Ce sera juste un point de vue avec des critères qu'on mettra en place, et puis quelqu'un d'autre viendra et puis remettra en question ces critères pour en imposer d'autres. Je ne suis pas dans le relativisme tout craint. Je dis juste que il faut définir à partir de quoi nous définissons le réformisme. Pour ma part, je pense que le réformisme n'est pas la réforme. Donc, est-ce qu'il y a une différence entre réformisme et réforme ? Bon, pour moi, la réforme, c'est l'action d'eux, en vue d'eux. Et les réformistes, ce sont ceux qui agissent pour cela. Alors qu'ils soient salafistes ou qu'ils soient wahhabites ou autres, je considère être réformiste celui qui dit, en tout cas qui s'intéresse à la question du réformisme, de la réforme, et qui veut agir dans ce sens-là. Ensuite, à nous de juger subjectivement, en tant qu'acteur ou observateur, si tant est qu'un observateur n'est pas non plus un acteur, de définir à partir de quels critères nous jugeons si un tel est réformiste ou pas. Mais il faut le définir. Ça, c'est le premier élément. Ça, c'est une question qui n'est pas vraiment bien posée et qui cache des dessous idéologiques. Il y a un intérêt à exclure des gens du réformisme et il y a un intérêt à considérer d'autres personnes dans le réformisme. Parce que déjà, nous avons aussi une vision qui n'est pas neutre du réformisme, elle est positive. Voilà, il fait bon d'être réformiste, pour certains, ou pour beaucoup en tous les cas. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit réformer ? Effectivement, quelqu'un qui veut réformer l'islam en tant que tel n'aura pas la même position que celui qui veut réformer la société. Et d'autres personnes veulent réformer la pensée musulmane, parce qu'ils pensent que la pensée musulmane n'est pas l'islam. Et puis d'autres personnes diront non, c'est le Coran qu'il faut réformer, dans le sens où il y a des parties dans le Coran qui ne correspondent plus à notre époque d'aujourd'hui. Donc ils considèrent que l'époque d'aujourd'hui est le critère à partir duquel la réforme doit se faire. Mais l'époque d'aujourd'hui, quelle époque d'aujourd'hui ? Parce que derrière le mot époque aussi, il y a au fond ce qu'on entend par la modernité, l'Occident. Donc c'est toutes ces questions qu'il faut à un moment donné se poser et définir à partir de quoi nous définissons ce que c'est que la réforme. Mais ce que je peux voir en tous les cas entre salafistes, frères musulmans qui disent être des salafis, mais des salafis qui sont des islahis, et d'autres personnes qui sont des modernistes, mais des modernistes aussi qui disent que bon, la référence islamique est présente. Il y a quand même, au-delà de ces disputes de chapelle, un terreau commun, un paradigme commun, une façon particulière, un héritage qui s'impose. Et les gens ne tombent pas du ciel. Et une présence, en tout cas une altérité entre guillemets. Moi, par exemple, je ne sais pas si l'Occident est une altérité pour moi, alors que je suis musulman, mais je suis né ici. Donc, qui parle quand il parle d'altérité ?
Mais il y a quand même un fond commun, un paradigme commun qui considère par exemple que l'héritage, ou pas, est un élément fondamental. Certains diront non. Par exemple, monsieur, quand vous disiez, vous parliez par exemple des autorités, on parle d'autorité religieuse. Mais est-ce que l'autorité religieuse en elle-même, dans le cadre de l'islam, a une légitimité à parler seule? Certains diront non, qu'il n'y a pas d'église en islam. Et que donc moi, un citoyen lambda, Ousmane Timira, je peux remettre en question la parole du moufti. Qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va rien faire. Bon. Donc déjà, cette question est présente. Pour ma part, je pense que le réformisme musulman, et j'y mets Mohamed Abdou, comme j'y mets Jamaluddin Al-Afghani, comme j'y mets aussi les frères musulmans, même s'il y a des différences. Et je vais dans le sens de mon collègue Ramzi Saoudi, par exemple, à la présentation de la thèse auquel M. Haddad était présent. Je suis d'accord avec lui. L'ambiguïté même du réformisme porté par Mohamed Abdou permet à ce que les laïcs se réfèrent à lui, à ce que les fondamentalistes se réfèrent à lui. Parce que le travail de Mohamed Abdou et les réformistes ainsi a été un travail d'adaptation. Donc on prend une référence, la façon particulière dont cette société comprend cette référence, et surtout il ne s'agit pas de dépasser les paradigmes parce qu'il faut s'adapter à la réalité. Et ne pas se mettre à dos la société dans laquelle nous nous trouvons et pour laquelle on essaye quand même plus ou moins, bon an mal an, d'améliorer la situation. Et ça c'est présent. Certains penseurs n'osent pas dépasser un certain nombre de cadres parce qu'ils savent que le public dans lequel ils se trouvent ne le suivront pas. Et Mohamed Abdou est dans cette ambiguïté. Je reviens sur la notion de djizia par exemple. Parce que je pense que... Moi je parle aujourd'hui de post-réformisme. C'était un projet de thèse que j'avais d'ailleurs proposé à l'UHESS. Pour plein de raisons que je ne détaillerai pas ici, ça n'a pas pu se faire. Mais qu'il y a aujourd'hui un certain nombre de philosophes, de penseurs qui, faisant référence toujours au Coran, faisant référence à l'exemple du prophète, remettent en question la façon particulière dont les fuqaha et la tradition ont interagi avec cette référence-là, remettent en question la façon particulière dont les occidentaux ont interagi avec les principes de la modernité et tentent non pas de faire une adaptation entre les deux, mais de faire un dépassement. Je fais référence, entre autres, à des gens comme le philosophe Abou Ya'rib al-Marzouqi, les travaux d'un Al-Jabiri. Ils ne sont pas du même camp, loin s'en faut. Mais il y a une tentative de dépasser un paradigme. Quel est ce paradigme? Je ne vais pas rentrer dedans, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. Mais par exemple, sur la question de la djizia, le fait de confondre la lettre coranique avec l'interprétation que les fuqaha en fait est problématique. Parce que quand on regarde le texte en lui-même, il ne vient pas instaurer un système qui s'appelle la djizia. Le texte ne parle pas du tout de ça. Le texte parle, effectivement, dans la Sourate At-Tawbah, qui fait référence à des positions qu'il faut avoir envers les idolâtres, inscrites dans une réalité historique qu'il indique lui-même. On n'invente pas les réalités historiques. Le texte lui-même parle d'événements de l'époque. Et ensuite, on en tire des principes qui sont peut-être valables ou pas, ça à chacun de voir. Mais la notion de djizia parle, dans le cadre du combat, qu'il faut mener face à des ennemis qui nous attaquent, parce que le passage précédent dit, ce sont eux qui ont commencé et qui ont essayé d'expulser le prophète. Et toute la question, c'est jusqu'à quand dure le combat? Pas jusqu'à les sacrifier et les tuer, pas jusqu'à les convertir, jusqu'à ce qu'ils capitulent. C'est même pas une invention coranique, ça. La notion de djizia n'est pas une notion islamique. C'est une notion politique. C'est-à-dire, je fais la guerre contre quelqu'un, est-ce que je veux le tuer ou je veux le soumettre? Est-ce qu'il capitule? Quel est le signe de sa capitulation? Il paye l'impôt et il dépose les armes. Le propos coranique est là. Les fuqaha en ont fait ensuite une institution, l'institution de la djizia. Mais ça, c'est dû à l'impérialisme de l'époque. Bon, ben, le roi avait intérêt à mettre en place cela, parce qu'il y avait des impôts quand même à relever. Il y avait des pépettes dans l'affaire. Excusez-moi le mot. Donc le chercheur doit être capable de faire la distinction entre l'interprétation, d'une part, et le contexte sociologique, politique et idéologique qui est porté, et d'autre part, la référence, et faire un aller-retour entre les deux. Sans pourtant dire aussi que ce que dit la révélation est absolu, à part s'il est croyant, ou ce qu'il tire d'enseignement de la révélation est absolu. Cela est sujet à question. Voilà. Martine Cohen qui voulait faire une petite intervention. Juste 10 secondes parce que j'ai le micro pour rebondir sur ce que disait Ousmane Timara à propos du verset sur la djizia. Pour faire court et précis, pas toujours, djizia compris dans le Coran par le Coran, c'est un impôt, c'est une taxe de capitulation. Ça a été transformé en impôt de capitation à la tête.
C'est ce qui s'est passé, le processus historique est passé d'un propos qui était une tradition d'ailleurs qui existait chez les Arabes et dans tous les peuples en guerre à cette époque-là. Le perdant paie des frais de capitulation, ça s'est passé à la fin de la Deuxième Guerre mondiale pour l'Allemagne. Ça a été transformé en impôt de capitation. Donc toute la différence entre le propos coranique et le propos de l'islam, c'est l'interprétation des formations qu'on a fait de ce que disait le Coran vers ce que l'islam l'a institutionnalisé. La clé du problème est là. Donc nous avons toujours des docteurs de la loi qui, à un certain moment, vont réussir à, je vais le dire avec mes mots, à imposer une certaine interprétation du texte jusqu'à ce qu'il y ait des gens qui disent non, on peut le voir différemment. Donc c'est toute la question qui avait été soulevée de Qat'it Thubut. Donc il y a bien des gens qui décident à un moment donné, des docteurs de la loi j'entends, qui décident à un moment donné que cette partie du texte, on n'y touche pas parce que, alors Qat'it Thubut, c'est-à-dire c'est un invariant qui ne doit pas être modifié du texte jusqu'à ce qu'il y ait d'autres conditions ou d'autres docteurs de la loi ou des penseurs qui affirment le contraire. Non, ce qui a été soulevé tout à l'heure, ce que je voulais dire, c'est que ce qui a été soulevé tout à l'heure, c'était qu'il y a des docteurs de la loi qui considèrent qu'il y a des pans du texte qui sont des invariants. Et ce que vous montrez, c'est que quand on lit le texte lui-même, cette notion même de dire il y a des invariants, sous la façon dont c'est présenté dans le droit musulman, c'est discutable, c'est ce que vous avez mis en évidence. Oui, Ah, c'est la question. Il y a tellement d'invocations qu'on ne sait pas qui est l'invariant ou la constante de Planck. C'est une réflexion de sociologue, mais de sociologue engagé, comme vous allez l'entendre. La question très intéressante de faut-il institutionnaliser un courant réformiste, un mouvement réformiste, est une vraie question de stratégie, presque, on pourrait dire ça. Il y a 2 ans, je me rappelle quand l'instance de dialogue a été instaurée par le précédent ministre de l'Intérieur, je me suis dit, c'est ça qu'il faut faire, ouvrir des lieux de débat. Ça suffit de se poser la question, CFCM est-il représentatif ou pas, ça suffit. Donc je me suis dit, il faut ouvrir des lieux de débat. Et peu de temps après, j'ai appris l'existence de l'Académie française de pensée islamique. Je l'ai apprise en regardant une petite vidéo d'interview sur Academ, qui est un site juif pluraliste, qui est devenu pluraliste, très important. Et donc j'ai trouvé ça très intéressant. Voilà un colloque des intellectuels musulmans de France qui va se passer, comme il y a eu, après la guerre en France, un colloque des colloques des intellectuels juifs de langue française qui ont eu lieu quasiment tous les ans jusqu'au début des années 2000. Voilà des lieux de débat pluriels. C'est très important. En tant que tels, ces lieux de débat peuvent être considérés comme des institutions aussi, pas aussi formels qu'un chef d'une église, un pape, etc. Mais c'est quand même des lieux de débat. Et le lieu de débat en tant que tel, c'est-à-dire du pluralisme visible, affiché, revendiqué, c'est en tant que tel une prise de position. Et donc je trouve que c'est très, très, très important. Ceci dit, cette coagulation, cette cristallisation de lieux de débat et leur visibilité, c'est aussi un impératif stratégique important par rapport à d'autres qui refusent tout pluralisme. Et l'implication des sciences humaines dans ces lieux de débat, c'est aussi une prise de position, comme ça a été le cas pour le colloque intellectuel juif de langue française après la guerre, voilà, par rapport à un monde de l'orthodoxie fermé, quoi, voilà. L'institutionnalisation, bien sûr, moi je ne suis pas du tout partisane des institutions religieuses. Je trouve qu'elles ont complètement enfermé le débat sur l'islam durant des siècles. Donc voilà. Mais à l'heure actuelle, comme vous dites, il faut un cadre. Il faut un cadre pour penser le réformisme. On ne peut pas continuer comme ça à se jeter la balle et à dire celui-là il est réformiste, l'autre ne l'est pas. Et puis à l'heure d'Internet et au développement des moyens de communication, on ne peut pas avoir peur de l'institutionnalisation ou de mettre un cadre à la nouvelle pensée islamique.
Il faut pas avoir peur du mot institution. Au contraire, ça peut donner des moyens pour permettre à la pensée de se développer encore plus et plus rapidement. Il nous reste 15 minutes. Donc, comme vous le voyez, nous avons laissé une large place à la discussion entre les intervenants et le public. C'est une volonté de notre part. Donc, il nous reste encore 15 minutes. Boujma Foudil, aumônier militaire du culte musulman basé à Rennes. Je pense qu'il y a un grand défi qui peut constituer un objet de réforme concernant, si je me permets, et je parle sous contrôle des historiens, il y a une islamité ou islamisation de l'histoire. Le professeur Avor a parlé de tradition. Chez les musulmans, toute la tradition, malheureusement, est considérée comme sacrée. Sachant que cette tradition, c'est une production humaine, y compris une partie du fiqh. Donc il y a un fiqh des femmes qui n'a rien à voir avec les principes du Coran. Il y a un fiqh qui a été instauré au moment des conquêtes, où l'Empire musulman s'élargit. Et une grande partie de cette production n'est pas humaine. Donc les musulmans instrumentalisent une partie de cette tradition. Malheureusement, aujourd'hui, on ouvre certains livres, un terroriste peut trouver un texte pour légitimer ce qu'il fait. Un macho, permettez-moi l'expression, il peut utiliser un texte pour dominer sa femme. Mais je dirais, quelle est la part du texte quand on parle de Rida? Bien, bon, il y a des hadiths, des citations prophétiques qui condamnent à mort quelqu'un qui renie sa religion. Mais à côté, je trouve dans le Coran 9 textes qui sont explicites, qui évoquent la liberté de conscience. La vérité est descendue de votre Dieu. Celui qui croit, croit. Celui qui ne veut pas croire, ne croit pas. Et je fais référence à l'intervention du docteur Haddad. Je n'ai pas compris le fait quand il nous parle de fondamentalisme et d'islam politique. Le fondamentalisme en islam, tel que je le conçois, ce sont les principes de la liberté, de la justice. Or, certains courants politiques qui se proclament de l'islam n'ont rien à voir avec ces notions. Quand je parle, et je reviens à l'islamisation de l'histoire, malheureusement, c'est le fait aussi des non-musulmans. Moi, comme citoyen français de ce pays, je suis confronté à chaque fois, on me cite, on me balance des faits historiques qui n'ont rien à voir avec l'islam comme tel, qui sont instaurés à un moment donné parce qu'il y avait des guerres. Donc, en quoi, moi, citoyen de ce pays, je suis responsable de cette notion de l'jizya, de cette notion de l'jihad, etc., etc. Donc, moi, je pense qu'il faut désislamiser, si je peux dire ça, la tradition musulmane, et de la part des musulmans, et de la part des non-musulmans. Il y avait une question de monsieur, il y avait Cédric Baylock et il y a madame. On essaie de faire dans l'ordre. Je voudrais rebondir à la comparaison, et elle me paraît importante, qu'a fait M. Mohamed Haddad entre ce tabit, donc parmi les principes fondamentaux, donc de couper la main et la réforme concernant l'héritage. Si on regarde l'histoire, je pense que ça me paraît un exemple fondamental aujourd'hui à citer comme reflet de cette modernité. Quand on regarde ce principe, depuis un siècle à peu près, il est tombé en désuétude, comme dirait quelqu'un d'autre, caduc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à part quelques exceptions qu'il y a eu dans les années 90 au Soudan, au Pakistan, et de temps en temps cachées, mais cachées en Arabie Saoudite, okay, pratiquement ce tabit, okay, qui est indiqué dans un verset coranique est tombé en désuétude et pratiquement aucun, même les salafistes et même les fondamentalistes aujourd'hui, n'en s'en réclament, à tel point que ça pose quelques problèmes. Donc, à partir de ce principe, qu'est-ce qui fait qu'un principe qui est inscrit dans le Coran, dans un verset, est devenu pratiquement obsolète, caduc, et personne n'en s'en réclame,
pratiquement, et que par conséquent, c'est devenu banal de dire qu'aucun État et aucune confrérie, aucun courant, réformateur ou non, ne s'en réclame, parce que sinon, il a en face de lui, pourrait avoir en face de lui tout un levé bouclier, et que d'autres sont considérés comme intangibles. Je pense que c'est une question importante, à mon avis, qu'il se faut poser, notamment par rapport à l'héritage, et notamment en comparaison, certaines écoles juridiques et sunnisme, chiisme dans cette question-là, qui n'est pas anodine. Donc la question du contexte historique joue. Et cette contradiction que soulève M. Haddad concernant ce verset me paraît importante, parce que là on voit un glissement, et ça a été dit, entre le fait que si le salafiste, si le fondamentaliste, si le réformateur, les trois, et on peut multiplier les même le wahhabite, pourrait se réclamer de cette obsolescence, de cette caducité de ce verset, quelle est la frontière entre le réformateur en tant que tel avec les critères et le reste? Donc là il y a un glissement de sens. Et puis deuxième élément qui me paraît important et qui rend le débat vif aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que on parle d'institutionnalisation? Moi, je pense que l'institutionnalisation, et de fait, elle existe. Quel est aujourd'hui, citez-moi, pratiquement, quel est aujourd'hui l'État, à la fois dans les 22 pays officiels dits arabes ou sur les pays musulmans, qui ne s'est pas constitué, peu ou prou, une espèce d'institutionnalisation, une référence religieuse, qui dit aujourd'hui, avec un mufti, avec un recteur, et ainsi de suite, qui dit à un moment donné, qui donne une réponse à un fait religieux par rapport à un fait sociétal. Prenez tous, ils ont tous institutionnalisé quelque chose. Donc quand on parle d'institutionnalisation, à mon avis, on est en dessin, on est en retard, parce que l'institutionnalisation, elle existe, et c'est parce qu'elle existe qu'elle nous interpelle. C'est parce que l'institutionnalisation existe et qu'elle donne à un moment donné quelque chose qu'effectivement se pose pour la société civile une réaction par rapport à cette institution. Donc je voulais un peu soulever cette contradiction. Merci. Merci. Je propose qu'on laisse la parole encore au public et vous pourrez... Précisément. D'un mot, juste sur le premier point. D'accord. Donc Cédric, Belloc et ensuite Hafida. Vous avez dit que cette peine était tombée en désuétude. Je suis désolé, en 1996, la Ligue des États arabes a adopté un code pénal unifié. Et dans ce code pénal unifié, il y a précisément toutes les peines, les hudud, qui sont inscrites. Donc ces personnes-là n'ont pas du tout considéré que c'était obsolète. Ils l'ont inscrit dans le code pénal unifié de la Ligue des États arabes. Après que les États choisissent de ne pas l'appliquer, c'est une chose. Mais vous ne pouvez pas dire que c'est obsolète. C'est-à-dire, ils l'ont inscrit. Ils l'ont inscrit. Moi, c'était simplement pour inviter plutôt, lapsus, les chercheurs à peut-être déplacer leur regard sous d'autres cieux, déplacer leur regard sur le plan géographique, puisque Steven a indiqué à juste titre que la vitalité du débat intellectuel et philosophique ne s'était pas arrêté au Xe siècle, parce qu'on considérait principalement le monde arabe comme étant monde musulman à l'époque. Or, sous d'autres cieux, ça se passait autrement. Et Homero a fait remarquer que la recherche sur les réformismes n'en était qu'à ses balbutiements. Or, il est un endroit particulièrement en Asie du Sud-Est où les recherches sur les réformismes, on va dire, sont peut-être plus développées que ce qui se fait actuellement en Europe. Et je pense notamment aux recherches, notamment sur le rôle de Nadlatul Ulema, qui est vraiment en train de reconfigurer un petit peu sa pensée islamique. Bon, face, il faut le dire, hein, c'est une réponse, et je pense que Ousmane Timera donc, faisait cette remarque dans ce sens-là. En Indonésie, on voit bien que c'est une réponse à la poussée wahhabite
au sein de l'Indonésie qui posent un certain nombre de questions et de problèmes. Donc il y a tous les travaux des chercheurs néerlandais sur cette question, pas que sur Nadlatul Ulema, mais sur d'autres penseurs, etc. Néerlandais parce que lien historique entre les Pays-Bas et l'Indonésie. Il y a aussi les Allemands qui sont très, très avancés sur cette question. Il y a un ouvrage, par exemple, qui vient de paraître sur le penseur Hassan Mustafa, Ethnicity and Islam in Indonesia, qui est quelqu'un qui a passé 13 ans en Arabie Saoudite, et qui pourtant, donc, quand il est revenu en Indonésie, donc, a affirmé sa pensée mystique, poétique et réformiste au sein du contexte indonésien. Donc voilà, c'était pour inviter. Et alors, puisque je parle de parutions récentes, il faut savoir aussi qu'un ouvrage vient juste de sortir sur la pensée de Mohamed Abd el-Jabri. Donc c'est des gens qui commentent le travail de Mohamed Abd el-Jabri. Le titre c'est Islam, State and Modernity, Mohamed Abd el-Jabri and the Future of the Arab World. Le sous-titre est assez explicite, qui est dirigé par donc un jeune chercheur marocain, Mohamed Hassas. Et donc il y a une vraie dynamique. Je pense aussi que Steven avait raison de mentionner une nécessité comparative avec ce qui se fait ou ce qui s'est fait dans d'autres religions, et notamment le judaïsme libéral. Il y a un ouvrage récent qui est paru de Maurice Ruben Ayoun sur l'histoire du judaïsme libéral. Donc voilà, c'était pour inviter à ce peut-être décentrement géographique sur le réformisme. Donc les Allemands et les Néerlandais sont peut-être un peu plus avancés que nous, et il faut nécessairement aller voir de ce côté-là. Et puis aussi l'aspect comparatif avec les autres religions, et donc comment le réformisme s'y est imposé d'ailleurs dans le judaïsme libéral et d'autres. Et nous allons clore la session de ce matin avec une intervention de Hafida Faes Iskran. Bonjour à tous, donc Hafida, merci Omero. Tout d'abord, merci à tous pour vos interventions, pour les débats, pour les questions, tout était très intéressant. J'ai eu les réponses à certaines questions, d'autres seront peut-être développées cet après-midi ou dans d'autres contextes, d'autres lieux, notamment sur la question fondamentale des bases que Ousmane Timera a soulevé, d'autres aussi avant, sur quoi nous basons-nous, que réformons-nous. Donc c'est à mon avis un point essentiel. Le deuxième point que je voudrais soulever, qui me semble majeur, c'est est-ce que la réforme ne serait pas fondamentalement, enfin l'enjeu fondamental de parvenir à introduire dans la pensée musulmane l'idée que les sciences profanes doivent éclairer la pensée religieuse, le fait religieux, donc autant la psychologie que les sciences sociales, que les sciences scientifiques. Et il me semble qu'à partir du moment où on arrive à cet éclairage, on parvient à une espèce d'indépendance par rapport au texte. Donc on parvient à mener sa propre réforme, donc peut-être les fameuses initiatives individuelles dont vous faisiez mention tout à l'heure. Et est-ce que ce ne serait pas plutôt ça, la réforme, un mouvement perpétuel qui serait mené justement grâce à toutes ces sciences, qui permettrait justement de s'opposer à la fixité, à la rigidité de la pensée islamique jusqu'à aujourd'hui. J'en veux pour exemple très récent, mais voilà, je pense que tout à chacun des exemples. Je discutais récemment des hadiths avec une personne et on parlait historicité et sciences sociales au sujet des hadiths. D'ailleurs, je vous invite à ce propos à écouter Hicham Abdel Gawad qui en a beaucoup parlé sur Internet, sur le groupe Radio I d'ailleurs. Enfin, c'est une aparté. On en discutait beaucoup et la réponse en face a été « mais tu t'adresses à quelqu'un qui a la foi ». Je dis oui, mais moi aussi en fait. Et simplement, quand on a la foi, tu devrais admettre que les hadiths sont protégés par Dieu. Et donc on ne peut pas les modifier. Et en fait, pour lui, lorsque je parlais d'histoire et d'introduire l'histoire là-dedans, c'était presque un sacrilège. Et je me suis dit, on s'oppose d'ores et déjà à un mur si on ne peut pas admettre les sciences profanes dans l'approche religieuse. Très bien, on va... Mais... Tu as été interpellé ? Donc nous allons clore la session de ce matin et nous reprenons nos travaux en début d'après-midi à 14h.